Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie D du DNS9. Donc on va étudier une chute libre en présence de frottement visqueux et on rajoute du vent. Donc le titre est un petit peu long, mais en fait vous verrez que c'est assez simple pour la mise en équation. La résolution de l'équation différentielle pose plus ou moins de problèmes, ça dépend à quel point vous êtes à l'aise avec la résolution des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Donc vous verrez bien. On va tout de suite passer à la mise en équation. Dans la première question, on vous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc vous avez un système, voilà, on va faire un petit schéma. Donc vous avez, bon, je mets le sol. On va dire ça c'est l'axe des X. On prend un axe vertical ascendant que j'appelle Z. Et vous avez une condition initiale. Je crois qu'on part de... Bon, après tout, voilà. Je vais dire qu'à l'origine, je suis là. Je lance le projectile avec une vitesse V0 à partir de la position R0. Et j'ai deux forces qui agissent sur mon système. J'ai le poids qui est vers le bas. Et j'ai la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Hein, donc non, ça s'oppose. S'il n'y avait pas de vent, oui, mais s'il y a du vent, la force de frottement, elle peut être un petit peu plus... elle n'est pas forcément opposée à la vitesse du projectile. Donc je vais la... Comment je vais la... Oui, donc je vais la représenter comme ça. Voilà. Ça, c'est la force de frottement qui est notée grand F. Voilà. Alors, on applique la méthode. On va prendre un référentiel terrestre supposé galiléen. On va définir le système. Bon, voilà, il n'y a pas de doute possible. Hein, c'est la masse petit m. Le bilan des forces, vous avez le poids, évidemment. Vous avez la force F et on vous donne son expression. C'est moins lambda, oui, c'est ça, ouais. Fois la vitesse du projectile. Donc jusque-là, on va dire tout va bien. Mais vous avez également le vent. En fait, ce qui est important, c'est pas la vitesse du projectile, mais c'est la vitesse relative par rapport au vent. Hein, en effet, si vous déplacez à la même vitesse que le vent, hein, donc par exemple si vous faites du vélo ou de la course à pied, ça on le ressent très fortement. Si vous déplacez à la même vitesse que le vent, en fait, vous n'avez plus la force de frottement du vent. Hein, elle s'annule parce que l'air se déplace avec vous. C'est pour ça justifie cette différence-là. On suppose un frottement fluide, hein, uniquement proportionnel à la vitesse. J'applique le PFD, donc masse fois l'accélération égale au poids. Bien sûr, je néglige certaines forces, notamment la poussée d'Archimède, j'en tiens absolument pas compte. Alors j'ai envie de dire, vu qu'on fait de la mécanique du point et que mon système n'a pas de volume, donc il n'y a pas de poussée d'Archimède, mais si on avait un système avec une extension finie, il y aurait une poussée d'Archimède qui en général est négligeable. Et je suppose qu'il n'y a pas d'autre frottement que cela. Donc j'écris le principe fondamental de la dynamique et donc je remplace. Donc l'accélération, c'est égal à le poids au poids, donc c'est mg, moins lambda, la vitesse, moins la vitesse du vent. Et quand vous regardez bien cette équation différentielle, en fait vous n'avez pas intérêt à la projeter. Parce que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. En fait, on a une équation différentielle du premier ordre, en V. Ah, si on regarde bien, en effet, je remplace l'accélération, donc ça fait m d de v sur d de t. C'est égal à mg moins lambda v moins la vitesse du vent. Donc je vais arranger un petit peu cette équation pour vraiment faire apparaître l'équation différentielle. Donc je vais diviser par m.
et ça me donne D2V sur D2T. Le terme en lambda V, en moins lambda V, je le passe de l'autre côté. J'oublie pas que j'ai divisé par la masse, donc ça donne ceci. Et il me reste, j'ai oublié un vecteur. Alors j'en étais où? Égal, ici j'ai l'accélération de la pesanteur et plus lambda sur m, la vitesse du vent. Donc voici l'équation différentielle. Et vous reconnaissez une équation différentielle du premier ordre en V. Il me semble que c'est ce qu'on vous demandait. Et on pose taux égale m sur lambda, donc ça tombe bien, c'est ce que j'allais faire. Hein. Ce que j'ai au dénominateur de la vitesse, je vais l'appeler taux. Donc je peux la réécrire en dessous, l'équation différentielle. Donc c'est de dv sur d2t plus v sur un temps caractéristique égale g plus la vitesse du vent sur le temps caractéristique. Donc comme ça, on fait apparaître le temps caractéristique directement. Et vous reconnaissez une équation différentielle du premier ordre. Et on vous demande l'équation différentielle. Donc voilà, j'ai répondu à la question 1. Donc dans la question 2, on va résoudre cette équation différentielle. Donc je réécris l'équation différentielle. Donc d2v sur d2t plus v sur taux égale à un vecteur constant qui vaut ceci. Donc la vitesse du vent sur taux. Donc ça, on repérez bien que c'est un vecteur constant. Là, on a une équation, on a bien une équation différentielle du premier ordre. Et j'applique la méthode. Donc je m'occupe dans un premier temps de l'équation sans second membre. Donc ça donne le résultat suivant. Je vais noter V1, la solution sans second membre. C'est un vecteur A exponentielle moins t sur taux. Alors, je considère que vous savez résoudre des équations différentielles du premier ordre, hein, donc sans second membre, la solution elle est là. Donc c'est pour la démonstration, si vraiment vous posez quand même la question, en fait on peut proposer un candidat de la forme un vecteur A exponentielle moins petit r fois t, on réinjecte dans l'équation sans second membre et on se rend compte que petit r ça doit être égal à moins 1 sur taux. Je vais ensuite m'occuper de l'équation, de la solution particulière. Donc la solution particulière. Donc la solution particulière, eh ben, il suffit d'en trouver une. Donc je vais la chercher, quand je vois un truc comme ça, je sais que je peux tenter un vecteur constant. Effectivement, si vous regardez ce vecteur-là, alors comment je sais que c'est celui-là? En fait, comme je cherche un vecteur constant, sa dérivée est nulle. Donc j'enlève ce terme-là, et si je passe le taux de l'autre côté, eh ben, en fait j'ai ma solution. Donc je vous laisse vérifier que ce terme-là fait l'affaire. En effet, lorsque je le dérive par rapport au temps, ce vecteur, ça fait 0 ici. Et lorsque je recopie ça ici, ben, clairement, ça vérifie l'équation différentielle. Donc la solution particulière fait l'affaire. Et donc on peut passer à la solution générale. Donc la solution générale, c'est la somme des deux, la solution sans second membre et la solution particulière, et j'obtiens V de t égale le vecteur A exponentielle moins t sur taux plus la solution particulière, donc c'est G fois taux plus la vitesse du vent. Je vérifie que je n'ai pas oublié de vecteur, ouais c'est bon. On peut encadrer le résultat.
Alors, ce n'est pas la réponse à la question posée, mais c'est quand même un résultat intermédiaire important. Et donc maintenant, je vais m'intéresser à l'étape suivante, c'est les conditions initiales qui vont me permettre de déterminer, le vecteur constant grand A. Donc les conditions initiales, on vous dit que la vitesse à l'instant 0, c'est V0. Sauf erreur. Voilà, donc effectivement, c'est ça la condition initiale. Mais donc ça, c'est d'après l'énoncé. Donc c'est juste de la lecture d'énoncé. Mais je sais également que je vais à cette expression-là. Donc on a aussi V en 0 qui vaut à exponentielle de 0, je remplace t par 0, plus le vecteur constant. Plus la vitesse du vent. Donc ça, c'est égal à V0, donc j'en déduis que le vecteur A. J'en déduis que le vecteur A, ça vaut V0 moins la vitesse du vent, moins G fois taux. Donc, du coup, je peux réécrire la vitesse. Je vais en profiter pour réarranger un peu l'expression. Donc, on va bien le mettre en évidence. Donc, la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est ce vecteur-là. Je peux peut-être rassembler des termes. Il y a la vitesse du vent fois g taux. Ouais, non. Je le recopie tel quel. Ouais, je le recopie tel quel. Donc ça, c'est grand A exponentielle moins t sur taux plus g taux plus la vitesse du vent. Alors, donc je vérifie que c'est bon. Regardez, lorsque t égale 0, on a bien v qui vaut v0. Ça, on peut vérifier. Et lorsque, au bout d'un temps infini, on a bien la solution particulière. La solution particulière a un sens physique. Dans ce cas-là, elle correspond à ce qui se passe au bout d'un temps très long, lorsque la solution sans secondement, en fait, a disparu. Donc là, on peut encadrer ce résultat. Alors, j'ai déjà bien avancé, mais en fait, j'ai toujours pas répondu à la question parce qu'on vous demande R de t. Donc, il va falloir que j'intègre ce truc-là pour avoir le vecteur position. Donc, je reprends l'expression de la vitesse et je vais intégrer ce truc-là pour avoir la position. Donc, voilà, j'intègre par rapport au temps. Et ça me donne le vecteur position à une constante près. Donc, il ne faudra pas que je l'oublie. Ça, c'est un vecteur constant et il faut que je trouve une primitive de exponentielle moins t sur taux. Donc ça, c'est facile. Donc les vecteurs. Et une primitive de exponentielle moins t sur taux, c'est moins taux exponentielle moins t sur taux. Donc je peux le vérifier. Lorsque je redérive ça par rapport au temps, il y a un moins 1 sur taux qui sort, qui se simplifie avec celui-là. Donc tout va bien. Ensuite, là, le vecteur constant, quand je le primitive, et ben ça donne ce vecteur fois le temps, et j'oublie pas qu'il y a une constante, en fait c'est un vecteur, hein, qui apparaît. Donc ça c'est le vecteur position, et je sais que d'après les conditions initiales, le vecteur position en 0, c'est 0. Donc ça c'est d'après lecture de l'énoncé. D'après énoncé.
Donc je vais simplement vérifier ça, hein, et puis en déduire la valeur du vecteur constant. Voilà, on peut en déduire le vecteur constant. Donc R de 0, ça vaut 0, le vecteur nul, mais ça vaut aussi, tout ça évalué en 0. Donc ça, ici, je n'aurai pas de terme qui apparaît à cause du temps en facteur. J'ai le vecteur constant et ça. Donc le moins taux, je distribue, ça donne G taux carré plus vitesse du vent fois taux, moins V0 fois taux, exponentielle de 0, plus le vecteur constant. Et ça vaut 0. Donc j'en déduis le vecteur constant, qui c'est l'opposé de ce truc-là. Donc le vecteur constant, c'est moins G taux carré, moins la vitesse du vent fois taux, plus V0 fois taux. Bon, c'est pas très difficile, ça, bon, il faut le temps de l'écrire, mais rien de bien difficile. Donc quand je vais réinjecter ce vecteur constant là-dedans, donc pour éviter d'avoir des termes à rallonge, je remarque quand même que le vecteur constant, en fait, ce n'est rien d'autre que ce vecteur-là, au signe près. Hein, donc je vais tout de suite bien réarranger l'expression pour que ça prenne pas trop de place. Donc R de t, c'est le vecteur G taux carré plus la vitesse du vent fois taux moins V0 fois taux exponentielle de moins t sur taux moins 1. Voilà, c'est moins 1 plus ce terme-là, G taux plus la vitesse du vent fois le temps. Donc c'est une expression, bon, ça prend un petit peu de place, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. À part que c'est un petit peu long à écrire, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, j'ai encadré les résultats et cette fois-ci, j'ai répondu à la question 1, donc c'était un petit peu long. Et dans la question... j'ai répondu à la question 2, pardon. Dans la question 2, je considère le cas où V0 est nul, c'est-à-dire que je lâche mon système sans vitesse initiale et juste dans le vent. En fait, il va être soumis à son poids et au fait que le vent va le pousser l'objet et on va voir que c'est une trajectoire très simple qu'on va obtenir. Donc là, j'ai repris l'expression complète de R de t et en fait, je vais la simplifier puisque cette fois-ci, je prends V0 qui vaut 0. Donc on va avoir une simplification, hein, V0, c'est égal à 0. Donc, si on regarde bien, ça va quand même bien se simplifier parce que le G taux carré plus V vent fois taux, en fait, je le retrouve ici. Donc ça va bien s'arranger puisque, en fait, il va se simplifier ce terme-là. Sauf erreur. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Ici, c'est le temps. Voilà. Je me disais que c'était bizarre que ça simplifie. Donc je recopie, donc c'est G taux carré plus la vitesse du vent fois taux, exponentielle moins t sur taux, moins 1, plus le même terme quasiment, plus la vitesse du vent fois le temps. Et je me rends compte que je peux mettre en facteur ce vecteur-là. Je vous fais remarquer que depuis le début, je fais les calculs sans utiliser le système de coordonnées. Je ne projette pas mes calculs. Hein, donc je vous le fais juste remarquer. Hein. Ici, c'est pas utile en fait.
je peux travailler directement avec les vecteurs. Donc je mets en facteur, alors attention, je mets en facteur g taux plus v de vent. Donc c'est g taux plus la vitesse du vent. Et il me reste quoi alors? Il me reste taux exponentielle moins t sur taux plus t moins taux. Voilà. On vérifie quand même que lorsque t égale 0, ça fait bien 0. Lorsque le temps, lorsque t tend vers l'infini, donc ce t mi-temps, oui, donc ça devrait, je pense que c'est bon. Hein, j'ai pas fait d'erreur. Donc là, j'ai une expression beaucoup plus simple de la vecteur position. On encadre le résultat. Et normalement, ça répond à la question 3. Et à la question 4, on vous demande c'est quel type de trajectoire. Donc à la question 4, si vous regardez, finalement, la trajectoire elle est forcément rectiligne. Alors, pourquoi? Parce que R de t, c'est de la forme un vecteur constant. Donc c'est un vecteur constant. Alors je vais le noter constante prime parce que j'ai déjà utilisé, fois une fonction du temps. Si vous regardez bien. Eh bien, là, forcément, la trajectoire, c'est pas le vecteur v, c'est le vecteur position. Autant pour moi. Voilà, donc je reprends. R de t, c'est un vecteur constant fois une fonction du temps. Ça veut dire que si le vecteur constant est comme ceci, le vecteur constante prime, s'il est comme ceci, eh bien la trajectoire sera forcément suivant ce vecteur-là. Hein, donc la trajectoire sera suivant ce vecteur-là. Donc là, si on regarde, le f de t, il va faire qu'augmenter. Donc en fait, j'ai une trajectoire, j'ai une bête trajectoire rectiligne. Donc on a donc une trajectoire rectiligne suivant le vecteur. Donc rectiligne suivant le vecteur. Et bien on regarde l'expression suivant ce vecteur-là. Donc selon le vecteur, g taux plus la vitesse du vent. Donc là, ça répond à la question. Donc on a une trajectoire qui finalement est en fait, ça ressemble à la chute libre d'un objet qu'on lâcherait sans vitesse initiale. Finalement, la vitesse du vent, le fait qu'il y ait du vent, ça rajoute une force constante qui est horizontale. Là, je suppose que j'ai du vent horizontalement. Donc ça rajoute une force supplémentaire qui est équivalente en fait à du poids. Voilà, j'ai répondu à la question 4. Et à la question 5, on vous demande la direction que fait la trajectoire par rapport à la verticale. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour répondre, hein, puisque le vecteur g taux, lui, il est vers le bas. Je suppose que le vent, il est horizontal, hein, a priori, c'est le cas, hein, si vous avez du vent. Et du coup, en fait, on va appliquer une bête formule Trigo et on aura le résultat. Voilà, on va donc la dernière question. Donc ça c'est la fonction qui dépend du temps. Ça c'est juste avant c'est le vecteur constant qui donne la direction de la chute. Et on va simplement faire un petit schéma.
Je suppose bien sûr que le vent il est horizontal, hein. Dans l'énoncé, on vous demande d'exprimer l'angle bêta, donc c'est l'angle qu'on fait par rapport à la normale en fonction de, en fait c'est la norme de la vitesse du vent et la norme du vecteur accélération, hein. Donc il y a une petite erreur d'énoncé, bon, rien de bien grave. Donc vous avez le vecteur Gto qui est comme ceci. Et vous avez la vitesse du vent qui est comme ceci. Donc je vais considérer que le vent est horizontal. Et donc la direction dans laquelle va se faire la chute, bah, c'est la somme de ces deux vecteurs. Donc c'est suivant ce vecteur-là. Donc ici vous avez Gto plus la vitesse du vent. Et l'angle bêta, vous allez le retrouver ici. Donc il y a juste à écrire une petite formule trigo, hein, rien de bien compliqué. Je vais écrire que tangente bêta, et ben, c'est égal à la norme de ce vecteur sur la norme de ce vecteur. Donc c'est la vitesse du vent. Donc là, je prends la norme sur G fois taux. Donc normalement, ça répond à la question. Donc, quand vous avez ce genre de résultat, en fait, ça peut être utile pour mesurer la vitesse du vent. Bon, c'est sûr que ça ne sert pas tous les jours, mais imaginez, vous voulez estimer la vitesse du vent pour une raison X ou Y, hein, peu importe. Et bien en fait, il vous suffit de prendre un objet qui est pas trop dense, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de frottement dû à l'air. Et bien, vous pouvez regarder ce que fait cet objet lorsque vous le faites tomber sans vent. Donc il faut se mettre un peu à l'abri, vous le faites tomber l'objet et vous regardez un petit peu l'influence du vent, hein, excusez-moi, l'influence des frottements de l'air lorsque vous faites tomber l'objet en l'absence de vent. Donc là, il faut trouver un endroit à l'abri. Puis vous refaites la même expérience. Donc en faisant ça, ce que vous allez réussir à déterminer, c'est taux, hein, c'est le temps caractéristique que va mettre le système pour atteindre sa vitesse limite. Hein, donc lorsque vous lancez un objet, vous regardez au bout de combien de temps il fait une chute verticale. Hein, parce que lorsque l'objet, donc par exemple si je vais prendre un morceau de sopalin, voilà, donc je le mets un petit peu en boule, et si je le jette, très rapidement, il va effectuer une chute verticale. Et bien, taux, quelques fois taux, ben, c'est le temps qu'il faut pour que le système atteigne cet état, hein, de chute verticale. Donc on peut l'estimer assez facilement. G, vous le connaissez, et vous prenez le même objet, et vous le lâchez lorsqu'il y a du vent. Alors pas trop de vent, parce qu'évidemment, si vous prenez ce morceau de sopalin et que vous le lâchez et qu'il y a beaucoup de vent, bon, vous n'allez rien mesurer du tout. Il faut que ça tombe, en fait l'idéal c'est que ça tombe à peu près avec un angle comme ça, hein, qui est suffisamment grand pour qu'on puisse le mesurer précisément, suffisamment petit, parce que s'il est à 90 degrés, vous pourrez juste dire qu'il y a beaucoup de vent, et c'est pas très, très intéressant. Mais par contre, si vous faites la chute de votre objet qui tombe en biais et que vous arrivez à mesurer l'angle assez précisément, et bien en fait, vous arrivez comme ça à mesurer la vitesse du vent. Bon après, donc ça veut dire que vous devez mesurer la vitesse de vent avec des moyens de fortune. Hein, bien sûr, il existe des dispositifs qui la mesurent directement. Si vous en avez un, bien sûr, utilisez-le. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.